notre pays. Unissons-nous pour boucher la trouée. Si ça doit changer, ça dépendra de nous tous. Y'a ma vieille, si ça va changer, ça dépendra de nous tous. Si on aura un pays meilleur, nous devons changer nos mentalités. Oui, si ça va changer, ça dépendra de nous tous. Tu dois aimer et respecter ton pays. Y'a ma vieille, tu dois respecter solennellement l'autorité de ton pays. Tu dois aimer et respecter ton pays. Tu dois respecter solennellement l'autorité de ton pays. Tu dois aimer ton prochain et contribuer à l'unité nationale. Tu dois éviter de voler ce qui appartient au peuple. Tu dois payer tes impôts et éviter. Bon, la visite de ce soir est une visite qui me donne un peu de soulagement parce que depuis que j'ai pris la tête de la gestion de l'état civil qui constitue les naissances, décès et mariages, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés dans le cadre de non-signature des registres de l'état civil par les anciens chefs d'arrondissement ou anciens officiers de l'état civil décédés ou non en exercice ou vivants qui n'ont pas signé certains actes. Pour trouver une solution à ça, nous nous sommes rapprochés du président du tribunal qui nous a mis à disposition deux juges de l'état civil, le président Glagadi et le président Adjiboé. Et après plusieurs séances, le maire de la ville de Cotonou, en la personne de M. Isidore Yunofou, a pris un arrêté pour la reconstitution des actes de naissance sur tous les 13 arrondissements et à notre annexe. Bientôt, nous allons démarrer le démarrage, puisque, entre-temps, les magistrats étaient en grève. On a relancé. Il y a aussi du fait que la population ne déclare pas à temps les naissances. Il a fallu une séance de travail avec le juge Yewenu Freddy dans cette salle pour que bon nombre parmi nous aient l'information que la non-déclaration de naissance, même si on est papa ou centre de santé, que ça entraîne les peines d'emprisonnement, selon le code de l'enfant. Donc, une formation est en cours. C'est parce que les procédures de marché public sont un peu compliquées. Et c'est pourquoi nous n'avons pas encore eu cette formation dont le CAE, le TDR, est à l'étude au niveau de la commission des passations de marché de la mairie de Cotonou. Par rapport à des registres d'état civil, par méconnaissance des tests, nous avons commis pas mal d'irrégularités. Les anciens comme nous en exercice, et nous avons déclaré ça au procureur lors de son premier passage et aux différents juges qui sont venus dans cette salle, parce qu'on signait les registres non cotés et non paraphés. On a pris la décision
sous la conduite du maire Nonfou, adressé un courrier au président du tribunal qui a accepté nos côtés paraphrer 200 registres. Et je peux vous dire que depuis 2018, 1er janvier 2018, la mairie de Cotonou s'est conformée à cette exigence. Donc, il n'y a plus de registres non cotés qui sont en circulation. Mais l'étape de régularisation, de reconstitution des actes de naissance, des registres de naissance, vont nous permettre à régulariser suite au constat. Et la décision est que le président a dit, c'est en présence des juges que, par arrondissement, nous allons arrêter et constater cette régularité, et le chef d'arrondissement en exercice va profiter pour tout signer et qu'on puisse noter ça. Nous avons aussi d'autres difficultés aussi par rapport à notre archive. Aujourd'hui, à Ganri, et comme dans certains arrondissements, pour cause de non-entretien, parce que les registres sont mal entretenus et les conditions ne sont pas favorables pour cette conservation, on constate qu'on va vers certains registres et quand vous prenez le registre, vous ouvrez, ça devient du poudre. Parce que c'est des registres de 1921, 1931, 1950. Donc, monsieur le procureur, on est dans les démarches, nous sommes dans les démarches pour pouvoir régulariser tout ça. Lorsque nous avons des Béninois qui sont admis à des concours, ils font le premier stage où dans notre pays? C'est souvent à Cotonou. Donc, il va falloir qu'en cette matière, la commune de Cotonou soit le pôle de l'excellence. Et dans cette veine, le parquet de Cotonou s'est dit qu'il doit jouer son rôle. Et c'est pour ça que nous avons demandé au greffier en chef de recevoir désormais les volets numéro 2. Donc, si ça traîne à vos niveaux, la charge, la responsabilité vous incombe. Le parquet de Cotonou a tenu une réunion de commandement le 18 dernier, si j'ai bonne souvenance. C'est l'une des raisons pour lesquelles le commissaire est là. Nous avons instruit le parquet de Cotonou parce que nous sommes dit que nous avons suffisamment, ou nous jouons suffisamment notre rôle de sensibilisation, et il revient aux officiers de police judiciaire de prendre la relève. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas étonnés. Lorsque le commissaire d'arrondissement du ressort s'intéresse au registre pour constater les faux, ça vous permet de vous dédouaner sur tous les chefs d'arrondissement. Si des agents profitent de votre fatigue pour, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, pour gérer autrement vos moments, là, le commissaire du ressort prendra la cause en charge et nous référer l'individu. Donc, c'est pour ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est là. On l'a dit à une réunion de commandement, la dernière, que désormais, ils vont commencer par avoir un regard sur ce qui se passe et qui a trait au fait de fraude, au fait de faux au niveau des registres. Toujours le premier point concernant l'état civil, j'attire votre attention sur la loi sur la corruption. Cette loi a défini ce qu'on appelle agent public. Agent public. Quand vous prenez l'article 2, j'ai une copie ici, je peux vous en donner lecture, qui dit «
agent public, toute personne qui détient un mandat électif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Ils sont allés loin, il dit, toute personne qui détient un mandat électif municipal ou communal est élue, mais qu'elle soit rémunérée ou non. Toute personne qui exerce une fonction publique ou investie d'une mission de service public, mission de service public, y compris pour un organisme public, une entreprise publique, ou qui fournit un service tel que ces termes sont définis, voilà, par le droit positif béninois. Ça veut dire quoi? Presque nous tous qui sommes ici, nous sommes des agents publics. Donc, tous ceux qui manipulent les registres d'état civil doivent faire attention. J'attire également notre attention, conformément toujours à la loi, à ce qu'on appelle abus de fonction. Qui dit l'article 53 est puni 5 ans à 10 ans, 5 ans à 10 ans, une amende de 2 millions à 5 millions de francs, tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. Vous voyez, j'attire également notre attention là-dessus. Parce que lorsque le CA est fatigué par hasard ou par moment, nous savons qu'il y a des agents qui abusent. Et en qualité d'agent public, l'abus de fonction peut les attraper. Et comme le CA étant fatigué, la complicité d'abus de fonction également peut, pendant ce moment, attraper le CA. J'attire notre attention. C'est pour ça qu'il dit que nous devons faire attention pour suivre les recommandations pour que lors des passages de vos commissaires ou des commissaires de votre ressort, qu'on puisse gérer la cause facilement. La deuxième branche de mon intervention concerne le code foncier. Et je ne vais pas m'attarder sur ce que vous savez. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais j'attire notre attention sur les prescriptions de l'article 513 et 514 du Code foncier. Les gens ont été dégagés, ceux qui occupent l'espace public, ils ont été dégagés. Nous avons constaté que certains reviennent sur les lieux. Les chefs de quartier de ville étant ici, nous devrons leur dire de rappeler à ceux qui reviennent que c'est une infraction à la loi pénale. Et que, comme vous le savez, le parquet de Cotonou va prendre ses responsabilités. L'article 513 dit « Toute occupation illégale du domaine public ou de zone non édificandi ou impropre à l'habitation par une personne physique ou morale est punie d'une amende allant de 500 000 francs à 3 millions de francs CFA. Et la complicité est également punie des mêmes peines. Les amers
où l'analyse nous amène à dire que le chef de quartier de ville qui a constaté que la voie A, les abords de la voie A ont été nettoyés et ceux qui occupent ces lieux dégagés. Mais il constate que, avec le temps, les gens reviennent. Il ne les somme pas, il ne leur dit rien, il observe, il se tait. Lorsque, dans l'exercice des recommandations, les officiers de police judiciaire vont poursuivre ceux qui sont revenus sur les lieux, ils peuvent, j'aime bien, ils ont la faculté d'interpeller également le chef quartier. Motif pris de ce que, malgré que les gens soient dégagés, il n'a pas pris la peine d'informer suffisamment ceux qui sont revenus. Que être responsable, c'est rendre compte de ce que l'on a et de ce que l'on est. Si nous avons accepté d'être chef quartier de ville, c'est que nous avons l'obligation d'assumer la fonction que nous avons acceptée. Donc, dans l'exercice de cette fonction, en ce qui concerne le domaine public, je nous invite à jouer notre participation. Nous avons constaté, monsieur le maire, nous avons constaté qu'il y a des chefs quartiers qui louent, je dis bien louent, et qui prennent de l'argent, qui louent les domaines publics, qui louent les abords des voies et qui prennent de l'argent sans donner reçu, sans que les sous n'atterrissent dans les caisses du propriétaire du domaine public, c'est-à-dire nous tous, l'État. Nous attirons l'attention des uns et des autres que vous allez bientôt constater la suite. En ce qui concerne toujours les zones impropres à l'habitation, le parquet de Cotonou recommande aux chefs quartiers de ville d'y veiller, d'inviter ceux qui pensent qu'ils sont propriétaires de bas-fonds, de leur rappeler que les prescriptions de l'article 264 du Code foncier, ces prescriptions nous rappellent du moins que c'est nous tous, ou du moins l'État ou la collectivité territoriale qui est propriétaire du bas-fond. Votre silence peut être interprété comme une complicité. Il revient au juge d'arbitrer. Nous ne sommes pas juges. Le procureur, le parquet, ce n'est pas un juge. Nous sommes des enquêteurs. En d'autres termes, des OPJ à qui le législateur a donné plus de pouvoir. Ma troisième branche, c'est-à-dire le rôle des chefs quartiers de ville, des adjoints au maire et du maire dans le code de procédure pénale. Ça, c'est l'article 27 et je vais m'employer à lire, à donner lecture. L'article 27 dit ceci: les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont tenus, ça c'est une obligation, sont tenus, 2 points, d'informer sans délai les services des forces de sécurité publique des crimes et délits dont ils ont connaissance.
En attendant l'arrivée de l'autorité de police judiciaire compétente, de veiller à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité et à la conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que de tout ce qui paraît être en rapport avec le fait incriminé ou en avoir été le produit. Dans le cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, d'en appréhender l'auteur et de le faire conduire immédiatement à l'autorité de police judiciaire la plus proche. Dans vos ressorts respectifs, vous avez l'obligation, parce qu'on dit, sont tenus de jouer ce rôle. Et nous attirons également votre attention. Et par cette séance, nous vous invitons à ne plus polluer les scènes de crime. Vous ne le savez peut-être pas. Lorsque nous avons une infraction, nous avons un délit ou un crime quelque part, et que vous êtes informé en votre qualité de chef de quartier de ville, prenez les dispositions pour que l'environnement là, tout le monde ne s'y infiltre. Parce que lorsque la police viendrait sur les lieux, l'une des réactions de la police est de faire les prélèvements des empreintes, de faire des prélèvements sur les lieux aux fins d'utilisation et d'analyse. Mais quand tout le monde vient, tout le monde s'attroupe sur le lieu, sur la scène du crime, vous limitez les enquêtes. L'enquête devient de plus en plus difficile. Parce que tout le monde a vu que c'est M. A qui a tué M. B. D'accord. Mais les enquêtes peuvent révéler que M. B est décédé avant que M. A ne porte le coup. Ou ce sont d'autres phénomènes qui ont ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous vous demandons de tout faire lorsque vous êtes informé et vous venez sur la scène et veillez, évitez d'amener la population ou tous ceux qui sont intéressés à polluer l'environnement en faisant, si vous avez de codes, tout ça là, vous pouvez ceinturer les lieux, vous pouvez demander aux gens de rester un peu loin. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des moyens de communication modernes, informer la police pour que l'officier de police judiciaire puisse jouer son rôle. Voilà de façon ramassée les 3 points que nous avons voulu développer avec vous ce soir pour que nous puissions faire de Cotonou en matière dans la relation parquet-population un pôle de paix, je vais dire. Je sais que la vie étant ce qu'elle est, on aura toujours des infractions, presque tous les jours, presque toutes les secondes. Mais il faudrait tout faire pour limiter, pour que nous ayons moins. Parce que, quelqu'un l'a dit, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut tendre vers la perfection. La présence du procureur de la République et du 3e substitut pour nous éclairer sur un certain nombre de dossiers. Parce que comme on a l'habitude de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. Malheureusement, nous sommes des ignorants qui s'ignorent. Je voudrais rebondir sur un point que nous avons l'habitude, parce que le service public, pour l'agent qui est là, c'est une obligation. Je voudrais rebondir sur un aspect, le fait de retenir les dossiers sans justification. Un citoyen qui se présente devant nous, dont son dossier est complet, il n'y a pas de raison qu'il puisse rentrer en possession
de son document dans les délais requis. Si le procureur l'a dit, je voudrais rebondir sur ça, ça constitue une faute. Dans les pays très avancés, il y a des gens qui sont souvent interpellés pour ces fautes-là. Donc il faudrait qu'on saisisse cette occasion pour corriger un certain nombre de temps que nous traînons. Nous tous. Et faire en sorte que ce soit résolument au service de nos concitoyens. Cela dit, certainement, comme on l'a fait la dernière fois, une première fois avec le procureur, même sur les questions foncières, la deuxième fois avec le juge Yawénou sur les questions de l'état civil, où tout le monde avait soulevé des préoccupations. S'il y a des lueurs d'ombre, s'il y a des aspects qui ne paraissent pas clairs, si vous avez des préoccupations, je pense que c'est l'occasion privilégiée de les faire connaître à ceux qui maîtrisent mieux la théorie et la pratique. Je vais essayer de répondre aux questions relatives, bien sûr, à l'état civil avant que Monsieur le procureur de la République et non le procureur général ne prennent la parole pour pouvoir parfaire les différentes réponses. Alors, sans que je ne revienne spécifiquement sur les préoccupations des chefs d'arrondissement, je vais peut-être donner des réponses d'une façon holistique qui va permettre à tout un chacun de vous retrouver dans ces réponses-là. Alors, la question fondamentale qui s'est posée, c'est par rapport au registre. La non-signature des registres peut être due au manque d'informations résultant bien sûr des fiches mises à disposition des différents arrondissements. La non-signature des registres peut être également due à l'indisponibilité, j'allais dire, du titulaire, à l'indisponibilité de l'officier d'état civil. Indisponibilité parce que peut-être il n'est plus en charge de cet arrondissement, ou peut-être il est passé de vie à trépas. Dans la première hypothèse dans laquelle les fiches de naissance ne sont pas remplies, c'est d'abord, entre guillemets, inconcevable qu'à l'hôpital, l'on reçoive une parturiente sans chercher à savoir son nom. Nous devons, dans ce cadre, faire une sensibilisation au niveau des hôpitaux, parce que c'est capital. Vous devez avoir les noms et prénoms de la parturiente que vous avez en face de vous. Ça fait partie des éléments essentiels. Lorsqu'on a même des problèmes par rapport au nom et prénom du père, mais tout au moins ces informations concernant la parturiente doivent pouvoir figurer sur les fiches de naissance qu'on doit mettre à disposition des différents centres d'état civil pour pouvoir remplir les différents actes d'état civil. Mais c'est vrai, la tournée nous a permis de constater ces anomalies-là. Et entre autres solutions qu'on a proposées déjà, et là, un des chefs d'arrondissement l'a suggéré, lorsque vous n'avez pas de dispositions légales qui registrent, par exemple, un secteur, il faut mettre à profit, bien sûr, il faut mettre à contribution le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on impose désormais à ces hôpitaux de mettre tout au moins les numéros, les contacts téléphoniques, aussi bien de la parturiente et si le père est connu, pour qu'à l'avenir, nous ne puissions plus enregistrer des registres non et des registres à blanc ou bien semi-remplis. C'est capital. Tout au long de la tournée, dans les 13 arrondissements que j'ai eu la chance de parcourir, je leur ai dit ça. La remarque, il n'y a pas de disposition légale qui régisse cette question, mais on doit pouvoir, par exemple, d'accord, exiger de ces centres-là, nous ne voulons plus avoir des fiches de naissance sans avoir tout au moins au verso les contacts téléphoniques des concernés. Parce qu'avec ça, tout au moins, on peut, a posteriori, remplir les fiches, remplir les registres, et éviter, par exemple, qu'on ait des registres non remplis, faute de mention portée sur les fiches de naissance. Alors, ce qui concerne les deux autres hypothèses, lorsque le CA n'est plus en charge de l'arrondissement et qu'il a eu à faire, ou bien sur son règne, on a eu à établir des actes, les registres peuvent bel et bien signer par ce CA lorsqu'il est disponible. Mais lorsqu'il est totalement indisponible, et le cas récurrent, lorsqu'il est décédé, vous
vous savez que tout le contentieux relatif à l'état civil est géré par le tribunal de Cotonou en ce qui nous concerne. Alors, dans ces hypothèses, vous saisissez le président du tribunal et vous avez les ordonnances d'autorisation qui permettent désormais aux chefs d'arrondissement qui sont en charge de ces questions-là de procéder désormais à la signature des registres. Donc, normalement, avec ces possibilités, on ne devait plus enregistrer des registres non signés, des registres à blanc. Parce que il faut prendre, vous faites le travail, mais il faudrait également trouver les voies et moyens pour qu'on n'enregistre plus des infractions. Parce que lorsque on va passer là, on constate qu'il y a des blancs ou bien des trucs qui seront remplis plus tard, ce sont les titulaires qu'on va prendre en charge. Donc c'est à vous, titulaires, de prendre les dispositions idoines pour que ces choses-là cessent. Donc en résumé par rapport au registre, sensibiliser les hôpitaux qui sont dans les ressorts de chaque arrondissement pour qu'on ait des fiches de naissance avec les coordonnées téléphoniques, tout au moins des gens, et en cas de besoin, on pourra pouvoir joindre ces gens-là et avoir les informations nécessaires. Alors, par rapport aux questions de déclaration, la question de déclaration, ceux qui sont habilités à pouvoir déclarer les différents actes d'état civil sont prévus par la loi. En ce qui concerne les naissances, c'est l'article 60 du Code des personnes de la famille qui prévoit ceux qui peuvent faire les déclarations de naissance. Ça là, c'est clair. Donc on n'a pas, en dehors de ces... Il y a toute une palette, il y a les pères, mères, les ascendants, tout et tout. Donc il y a toute une palette de personnes qui pourraient peut-être faire ces déclarations-là. Donc on ne peut pas enregistrer, par exemple, d'accord, des registres non signés parce qu'il n'y a pas eu de déclarants ou bien on attend nécessairement le père pour faire la déclaration. Non, la mère peut faire la déclaration au même titre que le père et les ascendants. Donc l'article a prévu ça. Il n'y a pas de personnes spécifiques qui doivent pouvoir, par exemple, venir déclarer des naissances. Il en est de même pour les actes de décès aussi. Le Code a tout prévu. Nous devons avoir, en tout cas, à tout moment, comme breviaire, les tests de la République et nous référer à ces tests-là pour voir ce qui a été prévu. Alors, il y a une question d'âge qui s'est posée. Je l'ai dit, tout le contentieux lié à l'état civil doit pouvoir être réglé par le tribunal. En ce qui concerne la juridiction de Cotonou, c'est le tribunal de première instance de première classe qui est compétent pour régler les contentieux. Une question d'âge qui s'est posée. Lorsque nous sommes au tribunal, nous recevons les attestations de non-inscription, nous nous fions à ces déclarations qui sont faites ou qui sont consignées sur ces actes-là. Mais donc, il revient à ces autorités qui délivrent ces actes-là de faire les vérifications à la base avant de pouvoir, par exemple, déclarer, par exemple, telle personne non inscrite dans nos registres. Si vous nous envoyez des trucs fantaisistes, nous serons obligés de prendre les décisions, par exemple, parce que nous nous appuyons sur vos actes en réalité pour pouvoir délivrer. S'il se fait que l'intéressé a été régulièrement inscrit, mais nonobstant ça, vous nous dérivez une attestation de non-inscription, ne demandez pas au juge de venir à l'arrondissement vérifier ça. C'est de votre mission. Vous devez nous accompagner en quelque sorte dans ça là pour qu'on n'en ait pas des doublons. Parce qu'il y a des gens qui futilement vont vouloir, dans le but de diminuer leur âge, viendront faire des déclarations, bien demander des actes. C'est à vous de vérifier ça. Parce que ça, au nom des pièces que nous nous exigeons, par exemple, nous avons cette attestation de non-déclaration, de non-inscription, j'allais dire, et qui est délivrée par vous. Donc, si désormais on ne peut plus se fier à vos actes, bon, ça pose un problème. Donc, il faudra qu'on fasse les vérifications à l'interne d'abord, avant de pouvoir délivrer tous ces actes-là. Alors, est-ce qu'il faut délivrer des extraits ou les voler? Alors, qu'est-ce que les tests ont prévu? C'est à cette question-là que vous devez répondre. Quand vous avez un sujet, et qu'est-ce que les tests de la République ont prévu? Alors, lorsque nous nous référons aux dispositions de l'article 38 du Code des personnes de la famille, c'est le volet numéro 1 que délivre. Alors, pour ce qui reste, ça peut être que des copies de ce volet numéro 1 que vous allez délivrer. Alors l'enregistrement, la question de l'enregistrement, c'est une question qui est réglée bien sûr par le Code des impôts. Ce n'est pas du ressort du paquet, ce sont des lois qui régissent ça. Si la loi de notre État exige par exemple que tel acte ou tel autre soit enregistré, avant qu'on ne fasse usage de ça, nous ne nous trouvons pas en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il faille ne pas enregistrer, il faut l'enregistrer. Alors, pour ce qui concerne les erreurs matérielles, je l'ai dit, les défauts de scientifique, tout ça, le contentieux relève du tribunal de première instance de Cotonou. Donc, en cas de contentieux, lorsque vous avez ces problèmes-là, il faudrait, parce que la voie de saisine, c'est la requête,
d'accord, qu'on saisisse le tribunal pour que le contentieux soit réglé. Si ce sont des erreurs matérielles et que vous avez le président du tribunal, conformément toujours au texte, il a la possibilité, sans attendre une décision de justice, de vous autoriser, bien sûr, à pouvoir porter des rectificatifs. Ça dépend du type d'erreur matérielle enregistrée. Mais lorsque l'erreur doit pouvoir porter sur des mentions substantielles, il faut nécessairement une décision de justice et qui sera portée en marge, bien sûr, des actes. Est-ce qu'on peut remplir des fiches à blanc? Ah, ça, c'est à vos risques et périls. Ça, c'est un chèque à blanc peut-être pour la prison que vous voulez délivrer et il faudra l'éviter. Et il faudra l'éviter parce que lorsque vous apposez votre signature au bas de document, vous attestez par exemple d'accord du contenu des mentions portées sur cet acte-là. C'est capital. Donc vous devez vous assurer de ce que toutes les mentions avant d'apposer votre signature, par exemple, sont des mentions exactes ou tout au moins les mentions que les déclarants vous ont portées. Mais si vous laissez des trucs à blanc et que d'autres personnes passent par là, vous devez en assumer la responsabilité. Alors, pour ce qui concerne la question de la célébration des mariages en dehors de l'état civil, c'est une question qui a été réglée par le Code des personnes et de la famille également. Et là, les dispositions, ce sont les dispositions de l'article 135 du Code des personnes et de la famille qui règlent ces questions. Alors, lorsque vous avez jugé à un moment donné par rapport à un cas d'espèce où vous avez estimé qu'il y avait périr, si à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux par rapport à cette question, on peut dire que vous avez fait une bonne application de ces dispositions-là. Mais rassurez-vous, lorsque, par exemple, le péril sera remis en cause par les enfants de ceux dont vous avez célébré le mariage ou toute personne ayant intérêt, vous devez venir justifier devant la juridiction de cette appréciation de péril que vous avez eue. Donc voilà les quelques éléments de réponse. J'ai constaté que toutes les questions sont liées à des dossiers. Je ne vais pas en parler. Toutes les questions aux fonciers posées ici sont liées à des dossiers. Dossiers en cours, je ne vais pas en parler. Parce que vous saurez en même temps ma position. Je ne vais pas en parler. Et la question de la Sénade, vous la connaissez déjà. Le code foncier, les décrets. Est-ce que dans les deux documents, le code foncier et les décrets, est-ce qu'on a parlé de Sénade? Vous avez la réponse. Je sais que la plupart des CA ont fait les formations sur les fonciers organisées par l'ANCB et autres structures. Donc, il ne me revient pas de dire ce que j'avais dit tout haut. Tout le monde sait ma position là-dessus. Et j'aimerais profiter de l'occasion, rappeler à tous les chefs quartiers de ville et également aux chefs d'arrondissement, porter à leur attention que le parquet de Cotonou a instruit tous les commissaires d'arrondissement de procéder à l'audition et au déferment de tous ceux qui ont sur le territoire de Cotonou des centres de santé non autorisés. Et la procédure se fait déjà. Il en est de même des débits de boissons. Ceux qui ont des débits de boissons et qui n'ont pas sacrifié aux prescriptions en la matière. Il en va de notre sécurité. On ne peut pas, à cause de la faim entre griffes, à cause des problèmes de survie, laisser notre santé, laisser abandonner la vie de la population. On ne peut pas. Je rebondis en même temps sur la question de la location des domaines publics. Non, ce n'est pas parce que M. A, chef quartier, n'a pas les moyens pour exercer sa fonction qu'il va prendre le bien public en otage. Le bien public, c'est à nous tous. C'est parce que ce n'est pas à cause de l'organisation, des problèmes organisationnels de la commune que vous allez prendre le patrimoine communal ou le patrimoine national en otage. Ça ne se fait pas. Nous avons, certes, il faut reconnaître, depuis 1960, nous avons pris de mauvaises habitudes dans notre pays. Mais il est temps de redresser. Il est temps de faire une prise de conscience, de faire un réarmement moral et de voir ce que nous avons fait et de prendre un nouveau départ pour améliorer les comportements conformément à la législation. Donc,
dans ce cadre, nous sommes obligés de ne plus prendre en otage les biens immeubles de notre commune. Il faudrait que ça cesse. La question relative à la réserve administrative et autres, vous savez que nous avons commis énormément de problèmes. On ne peut pas faire un lotissement ou un remembrement sans des préalables. Nous savons ça. Nous savons la question technique, le schéma directeur. Nous connaissons tout ça là. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons même pas pu avoir un titre foncier avant de commencer les opérations. Et que l'article 511 du Code foncier nous met déjà devant le procureur toutes les fois que nous faisons cette opération sans ces préalables. Et on veut le défendre? Non. Fondons-nous sur l'article 517 pour améliorer, pour corriger et pour continuer. Nous savons que nous ne pouvons plus vivre dans un bas-fond. Et que pour y vivre, il faut des préalables. Il faudrait que le maire, à travers l'arrêté de déclassement, que les autorités prennent les actes subséquents. Nous connaissons tous. Mais parce que nous avons des difficultés de survie, nous voulons contourner pour justifier ce que nous faisons. Il faudrait que ça change un peu. Donc, de façon ramassée, j'attire également, j'oubliais, l'article 27. On parle de moyens, non, c'est une obligation. On dit les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont tenus. Si vous ne pouvez pas faire, bon, écrivez au maire et puis on démissionne. Sont tenus. Parce que vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Ça peut arriver. Cette séance, c'est juste pour vous rappeler les normes, les principes, et pour nous inviter à prendre les dispositions pour ne pas tomber. Mais si malgré ce rappel, on choisit de ne pas nous améliorer, bon, chacun tire les conséquences. Mais l'article 27 vous invite à collaborer avec les officiers de police judiciaire. C'est pour ça que j'ai dit le commissaire est là. Vous continuez, vous êtes son prolongement. Il est là-bas, il n'a pas toutes les informations. Le commissaire d'arrondissement n'a pas toutes les informations. Donc il vous revient. Ah, monsieur le commissaire, on attend à tel endroit, voilà les dispositions prises. Rapidement, eux, ils ont l'obligation. Et qu'est-ce que nous faisons? Lorsque vous informez et que le procureur est informé également, nous faisons des enquêtes. Vous dites, mais le commissaire, le temps de réaction du commissaire, c'est analysé. Si nous voyons que le commissaire a été informé à un temps T, et que c'est 2 heures, 3 heures après qu'il réagit, mais lui-même, il sait ce qu'il dit. Quand on apprend dans notre Cotonou qu'il y a un incendie, la première réaction, le sapeur-pompier a été informé à quelle heure. On va vers le registre pour voir, ils l'ont informé à quelle heure. Et on analyse le temps de réaction qu'on appelle de l'équipe des sapeurs-pompiers. Nous faisons ça toutes les fois qu'il y a incendie dans la ville de Kolou. C'est pour dire quoi? Dans vos ressorts respectifs, lorsque vous avez connaissance d'un fait, dans les meilleurs délais, tenez informé le commissariat du ressort. Maintenant, à notre tour, on verra si ils ont été passifs ou actifs. Voilà, rapidement, pour nous résumer, nous avons parlé ce soir des questions de l'état civil. Le CA8 a posé un problème que personne n'a répété. La formation sur les sites. C'est très important. Il va falloir que les autorités, ensemble avec le conseil, tout ça là, vous voyez comment former les gens sur les sites pour qu'ils soient pratiques, qu'on puisse maîtriser la matière et que Cotonou, chaque arrondissement, soit un exemple. Nous avons parlé du foncier. Et par rapport au foncier, j'ai dit certaines choses, mais ce qui me tient à cœur, en dehors de ce que vous connaissez, parce que la plupart ici ont été déjà formés plusieurs fois, c'est ce que nous appelons, en grippe, recolonisation. Il faudrait c'est-à-dire, quand nous voyons, je vais à l'aéroport pour mes contrôles, et je regarde
autorités qui descendent de l'avion. Et quand je vois mais la réaction qu'ils devaient avoir dans leur pays, cette réaction manque, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Il va falloir que nous prenions nos taureaux à bras le corps. On ne peut pas, à cause de la misère, végéter dans la misère. Il faut sortir de la misère. Il faut amener les gens à améliorer leur cadre de vie, à les amener à prendre conscience de ce que nous faisons. On construit des caniveaux et on accepte d'aller mettre les ordures dans les caniveaux. Et on dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Et qu'on a toujours fait comme ça. Et on veut sanctionner, on prend branchage, on fait marche. Pour dire, non, on a toujours fait comme ça, il faut que nous continuions de... Et nous payons tous les impôts pour que la mairie puisse mettre les infrastructures socio-communautaires. Et nous les dégradons. Et quand on crie, nous sommes les mêmes... Ça ne va pas. Il faudrait que ça cesse. Et par rapport à ça, les prescriptions sont là. Les chefs quartiers de ville, nous vous informons parce qu'il n'y aura pas de hand-griffe, regardez dedans. Les commissaires d'arrondissement sont tenus de descendre sur le terrain et de se rapprocher donc des élus locaux pour s'imprégner des problèmes sécuritaires que les populations vivent. Tous les commissaires d'arrondissement de Cotonou sont instruits pour que quotidiennement ils puissent tenir même des séances de concertation avec les élus locaux. Et ils doivent nous rendre compte. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que ces séances de concertation vont permettre donc aux élus locaux d'avoir une certaine familiarité donc, avec les commissaires d'arrondissement. Une certaine harmonie doit régner entre eux pour que les agents de la police républicaine puissent accomplir convenablement leur mission. Nous avons commencé par faire asseoir, donc, par concevoir plutôt un répertoire téléphonique de tous les élus locaux. Et je crois qu'il y a certains commissaires d'arrondissement qui ont déjà commencé le travail. Et j'ai déjà les résultats. Et comme ça, dès qu'il y a un problème sécuritaire, ça nous permettra aussi de vérifier si les commissaires d'arrondissement sont à l'écoute réellement donc, de la population. Alors, comme l'a dit M. le procureur de la République, les chefs quartiers sont tenus, et c'est les dispositions. Mais le travail n'est pas si compliqué. Dès que vous avez connaissance d'une infraction, ou bien quelqu'un vous est conduit, il suffit d'appeler le commissaire d'arrondissement territorialement compétent. Ce commissaire est tenu d'agir dans les brefs délais. Si vous n'avez pas, vous êtes tenu d'avoir d'ailleurs son contact téléphonique, ou bien vous appelez le 166, le numéro vert. Nous, les numéros verts nous appellent tous les jours, à tout moment. Donc le travail n'est pas compliqué. Avec le ministère de l'Intérieur, on est en train de parler de l'informatisation de l'état civil. Je pense que ça va sécuriser beaucoup de choses. Ça va empêcher les fraudes au niveau des arrondissements, puisque c'est que les choses se font de façon toujours archaïque, que certains agents indélicats sous le fallacieux argument que les conditions de vie ne sont pas vraiment bonnes, font beaucoup de choses douteuses. Mais je pense que nous devons de dire merci. C'est à nous de dire merci au parquet, au procureur, au troisième structure. Et ce sera un plaisir pour nous de les revoir ici, parce que leur démarche nous permet de nous ressaisir, de faire reculer nos ignorances en matière de gestion adéquate de l'état civil et également du foncier. Parce que, effectivement, comme le procureur a su répondre, si
le parent du CA du 3e arrondissement avait introduit une requête pour demander une autorisation de construire. On leur a indiqué que le lieu sur lequel il veut réaliser sa construction était un lieu impropre à l'habitation. C'est pourquoi pour ceux qui continuent de construire clandestinement, la demande c'est également pour qu'ils soient sécurisés dans leur habitation. Je pense que le procureur a parlé des centres de santé illégaux. Il y a également, je ne sais pas si la question a été abordée, il y a également les églises qui se multiplient sur l'ensemble du territoire. Il va falloir que le parquet et le... c'est un coup. Bon, ok, le procureur nous rassure que c'est un coup. Parce que vraiment... Il y a les églises, les commerçants, la société de gardiennage. Et ça. À bon entendeur, salut. Nous tous, nous sommes prévenus, y compris nous-mêmes, qu'on fasse beaucoup attention à nos différents postes de responsabilité pour ne pas être en conflit avec les textes de la République. C'est vrai, il y a le 3e adjoint qui est en train de faire pression sur nous pour que dans de brefs délais, on puisse organiser une formation beaucoup plus pratique par rapport à l'état civil. De la même façon, nous avons également un projet de formation aussi bien pour les membres de la COGEF que pour tous les élus ici. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous impliqués dans la gestion du foncier. Donc, en votre nom, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris une part active à cette rencontre. Je crois que chacun de nous a gagné quelque chose, a appris quelque chose de nouveau pour parfaire notre manière de servir. Et c'est bon pour le développement de la ville. Donc en votre nom, au nom de vous tous, je voudrais dire du fin fond de mon cœur toute notre gratitude et toute notre reconnaissance au procureur de la République et à sa délégation constituée du 3e substitut et du commissaire central.